film se veut d'être, outre aux plaisants souvenirs de vacances, la possibilité de revoir et connaître mieux le territoire de la République de Saint-Marin, avec son histoire, son environnement, ses monuments et tout ce qui en un bref séjour vous n'avez pas pu voir. Un souvenir qui, nous l'espérons, puisse vous convaincre à venir nous retrouver. Nous vous souhaitons une bonne vision et à bientôt. La République de Saint-Marin, située au cœur de l'Italie, se positionne entre deux régions de la côte adriatique, les Marques et l'Emilia-Romagna, distante seulement de 10 km à vol d'oiseau de la mer Adriatique. Son territoire a la forme d'un quadrilatère irrégulier et sa superficie est de 61 km² environ. Le mont Titan, point géographique central de la République, se dresse à 749 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son territoire, malgré sa modeste extension, offre une variété de configurations. Il passe de terrains boisés et cultivés à des zones de calanques, de promontoires calcaires à une campagne luxuriante, de parcs naturels à des zones urbanisées. Son climat est tempéré. D'hiver souffle le Levante, un vent d'est, et la Tramontana, un vent froid du nord. D'été souffle le Libeccio, vent de sud-ouest, et l'Austro. Ses châteaux. Borgo Maggiore, situé au pied du mont Titan, reflète les caractéristiques d'un antique bourg médiéval. Là, il est possible d'observer la tour Campanaria, qui remonte à l'année 1896, érigée par l'architecte Azzurri. Du centre de Borgo Maggiore, il est possible de rejoindre le centre historique de la cité de Saint-Marin, en empruntant des sentiers immergés sur des pentes boisées, ou plus commodément en téléphérique. Le château de Chiesa-Nuova sera intégré à la République en l'an 1320. Chiesa-Nuova offre aux amants de la nature des paysages exceptionnels, avec un point de vue sur les Alpins et sur la partie occidentale du mont Titan. Le sous-sol saint-marinais renferme d'importants restes de civilisations antiques, attestant des origines lointaines de la République. Récemment, dans la commune de Domagnano, a été découverte une villa de la période romane. Durant les fouilles, ont également émergé de précieux objets de la période lombarde. Le château de Faetano entre à faire partie de la République de Saint-Marin en l'an 1463, après une longue période de domination malatestiana. Dans le centre de la commune se dresse une église du XIXe siècle. Faetano est doté d'un lac artificiel pour la pêche sportive. Le château de Fiorentino restera sous le contrôle des Malatesta jusqu'en 1463, date à laquelle elle viendra conquise par Saint-Marin. Fiorentino possède également des sites archéologiques importants.
Le château de Montegiardino est l'une des plus caractéristiques de la République. Elle remonte à la période lombarde. Elle accueille une église construite en 1865. Le château de Serravalle conserve encore aujourd'hui des murailles malatestiane à l'intérieur de son bourg. En dehors de son centre, dans une aire de sa juridiction, se trouve un ample complexe sportif équipé pour le football, la natation, le baseball, l'athlétisme et pour encore bien d'autres activités. Les monuments. Le palais du gouvernement. Le palais du gouvernement se dresse sur le lieu de la Domus Communis Magna, construite vraisemblablement entre 1380 et 1392. Dans la seconde moitié de l'an 1800, le vieux palais avait l'aspect d'un édifice du XVIIe siècle. C'est exactement le 17 mai 1884 que fut posée la première pierre de l'actuel palais, dessinée par l'architecte romain Francesco Azzurri. L'ouvrage de restauration fut réalisé par les artisans locaux, utilisant des pierres extraites des carrières du mont Titan. L'inauguration eut lieu le 30 septembre 1894 et l'orateur d'excellence à la cérémonie fut Giosuè Carducci, qui pour l'occasion prononça un discours approprié sur la liberté perpétuelle. La façade richement décorée par les emblèmes des châteaux de la République est soutenue par 3 arcades ogivales. Dans son centre domine un balcon polygonal avec sur ses côtés 2 fenêtres décorées. Entre 2 petites fenêtres de l'entresol se détachent les armoiries de la République. Sur le côté gauche s'élève une tour dotée d'une cloche crénelée, comme le reste du palais. Sur cette même tour sont reproduits les figures de Sainte Agathe, Saint Marin et Saint Léo, sous lesquelles est disposée une horloge. Dans un angle, au rez-de-chaussée, est présente une statue en bronze de Saint Marin. À l'intérieur s'ouvre un grand porche riche d'armoiries et de plaques commémoratives, parmi lesquelles un buste de Carducci, et le grand escalier en pierre qui porte à l'étage supérieur, ou plutôt à la salle de 60 sièges des conseillers, où il est possible d'observer la merveilleuse fresque de grande dimension représentant le saint, qui apparaît à son peuple avec un parchemin sur lequel sont inscrites ses dernières paroles. Le palais accueille, entre autres, la salle du congrès et des audiences, ainsi que la pièce des scrutins. Lesquelles fenêtres donnent sur la place et de laquelle, par un escalier en colimaçon, l'on accède à la terrasse et à la tour. Les institutions. La Régence est un organe collégial qui constitue l'entité la plus haute de l'État saint-marinais et assume la fonction de chef d'État. Elle est composée de 2 capitaines régents, désignés par le Conseil grand et général. La charge est à temps déterminé et se renouvelle chaque année pour 6 mois, à partir du 1er avril et successivement du 1er octobre. Jusqu'à la fin de l'an 1200, les capitaines régents étaient appelés consuls. Puis, en 1295, ils furent nommés avec le titre de capitaine, capitaneus, celui du rang premier, et défenseur, defensor, celui de la classe paysanne. Enfin, en 1317, ils furent tous les 2 désignés avec le titre de capitaine ou recteur, capitaneus sous rector, d'où nom de capitaine régent. La place située devant le palais du gouvernement est nommée Pianello ou place de la Liberté. Sous celle-ci sont disposées d'antiques citernes pour la récolte des eaux pluviales, autrefois utilisées comme réserve d'eau pour les Saint-Marinais. La statue de la Liberté, qui fut offerte aux Saint-Marinais en 1876 par la comtesse Ottilia Eichhorst Wagner de Berlin. Œuvre du sculpteur Galletti. En face du palais du gouvernement se dresse l'ex-hôtel des postes, reconstruit en style du XVIe siècle, sur les fondations de la Parva Domus de la commune du XIVe siècle. L'édifice est doté d'un clocher, en dessous duquel est positionné un cadre ancien, en pierre, où sont reportées quelques barres métalliques
représentant les mesures de longueur adoptées avant l'entrée en vigueur du système métrique décimal en 1907. La basilique du Saint a été édifiée à partir de l'année 1826. Dessinée par l'architecte bolognais Antonio Serra, à la place de l'antique paroisse qui fut démolie pour laisser sa place à la nouvelle. Il s'agit d'une grave offense à l'histoire et à l'art, si l'on pense qu'a été effacé l'un des premiers monuments chrétiens en Italie, de style pré-romain. L'actuelle basilique, consacrée en 1855, est d'un style néoclassique, avec une file de colonnes corinthiennes. Le massif clocher, déjà romane, fut reconstruit en 1600. L'intérieur est à 3 nefs, avec 7 autels. À gauche de l'autel principal, l'on peut admirer le trône des capitaines régents, opéra du XVIIe siècle. Au-dessous de l'autel, une petite urne contient les os de Saint-Marin. À droite, entre un monument en marbre, il y a un reliquaire en argent qui contient la partie supérieure du crâne du saint. Sur la droite de la basilique se trouve la petite église de Saint-Pierre, du XVIe siècle, rénovée aux alentours de 1826. L'on y accède à travers la sacristie et par un escalier construit dans le clocher de la basilique majeure. L'abside de l'église de Saint-Pierre est entièrement formée de roches, dans laquelle sont creusées 2 niches que la tradition populaire indiquait comme les lits de Saint-Marin et Saint-Léo, et auxquelles les fidèles attribuent certaines propriétés. Sur l'autel marbré du XVIIe, donné par le musicien romain Antonio Tedeschi en 1689, trône la statue de Saint-Pierre, œuvre du sculpteur Enrico Saroldi. Sous l'église fut construite en 1914 la crypte en pierre où est conservée l'urne dans laquelle pour plusieurs siècles reposèrent les ossements du saint. L'église Saint-François. Fondée en 1361 comme le contigu monastère des frères mineurs, c'est l'œuvre la plus ancienne de la République. Elle subit de nombreuses restaurations qui la dégradèrent. Seule la façade et le portique ont été rapportés aux lignes originales, par Gino Zani. Le monastère, qui fut le siège de l'étude saint-marinaise, originairement s'élevait dans la localité de Murata. Ce fut le pape Clément III a concédé de le transporter dans un lieu plus sûr, à cause des continues incursions des Malatestes. Le crucifix en bois de l'autel majeur est de 1300, et l'on pense qu'il provient de l'antique église de Murata. Le 15 mars 1966, dans les 2 loges de droite, ont été inaugurés le musée de la Pinacothèque de Saint-Marin. Forteresse et murailles. La forteresse proprement dite Guaita, ou première tour, remonte au XIe siècle. Ce fut un poste de garde et de premier refuge. Elle fut construite directement sur la pierre du mont, sans aucune fondation. Elle a un plan pentagonal et sa porte d'entrée est surmontée d'armoiries baroques de la République ayant appartenu au vieux palais du gouvernement. L'enceinte interne est limitée du clocher à la tour de la Plume, construite quelques siècles plus tard. Quelques cellules de la forteresse servirent de prison jusqu'à la fin d'octobre 1970. De la Guaita, à travers un parcours panoramique, combien fascinant, l'on arrive à la seconde tour, ou Cesta, ou Frata, qui se dresse sur le point le plus haut du mont Titan, 756 mètres. La Frata doit remonter au XIIIe siècle. Elle aussi, avec un plan pentagonal, comme la tour précédente, elle accueilla quelques prisonniers dans ses cellules. Les pièces du corps de garde et du châtelain, aujourd'hui, sont occupées par le musée saint-marinais des armes antiques, qui comprend environ 535 objets, entre armes blanches, armes avec hampe, armes à feu, arcs, arbalètes, armures, toutes remontant à des époques variant entre le Moyen-Âge et la fin 1800. Le reste de la collection, qui dans son ensemble compte plus de 1550 pièces, se trouve dans le Centre des études sur les armes du Moyen-Âge au XVe siècle, à Borgo Maggiore. De la 2e tour, l'on rejoint la 3e tour, ou Montale, qui remonte au XIIIe siècle, toujours à plan pentagonal. L'intérieur contient une prison profonde de 8 mètres, dite fond de la tour. Autour de la tour, l'on peut voir de grosses roches très anciennes,
empilés d'une façon primitive en guise de mur. Le tronçon d'enceinte, qui de la seconde tour porte au parking de la cave antique, appartient au reste de la seconde enceinte de la cité, construite au XIIIe siècle. La cité de Saint-Marin, en fait, était fortifiée par 3 murs d'enceinte, construits en 3 époques différentes et en grande partie abattus pour permettre l'expansion de la ville. Le palais Vallone. C'est le siège de la bibliothèque publique et des archives de l'État. La bibliothèque, fondée en 1858, contient plus de 40 000 volumes, quelques centaines desquels parvenus du XVIe siècle, et 16 précieux incunables. Le palais Vallone fut sérieusement abîmé durant les bombardements de l'année 1944. Furent ainsi perdus de nombreux textes et objets. En 1983, la bibliothèque a été complètement restructurée d'une façon plus fonctionnelle afin de la rendre plus accessible aux usagers. Se dresse sur le côté de l'édifice une petite église de 1700, l'église Vallone, dédiée à l'ordre des chevaliers de Malte. Les ornements architectoniques, en style tard baroque, rendent l'église très suggestive, comme lieu idéal de culte. Là sont conservés les bustes d'Alessandro Belluzzi et d'Antonio Vallone. L'église de San Quirino du monastère des Capucins. Elle fut construite autour de 1550, sur une antique chapelle dédiée à San Quirino, en souvenir de la tentative manquée de Fabiano de Savino d'occuper la cité le 4 juin 1543, date à laquelle se célébrait la fête du Saint. Sous le portique, Garibaldi dissout sa légion. Sur la place s'élève le monument à Saint François, 1928, œuvre d'Eduardo Colamarini. La statue est l'œuvre de Silvestrio Monteguti, laquelle repose sur une colonne de 9 mètres et porte le regard vers le sanctuaire de la Verna. Son histoire, origine et légende. Lorsque l'empereur Dioclétiano ordonna en l'an 257 après Jésus-Christ la reconstruction des murs de Rimini, détruits par Démosthène, roi des Viburni, entre les tailleurs de pierre et les graveurs appelés de toute l'Europe, il y eut un homme venu de la Dalmatie, destiné à rester dans la mémoire de beaucoup. Son nom est Marino. Homme dévoué à Dieu, il contribua à répandre la foi chrétienne jusqu'au moment de son retrait sur le mont Titan. Durant la période parcourue sur le mont Titan par Marino, l'on raconte de grands prodiges, comme la guérison d'une femme possédée par le démon ou l'apprivoisement d'un animal sauvage. Mais le moment le plus important a été sa rencontre avec Verissimo et la mère de ce dernier, Felicissima, propriétaire du mont. Verissimo contesta la résidence de Marino sur ces terres, mais la Providence n'abandonna pas ce dernier, faisant en sorte que Verissimo se retrouve paralysé. La mère désespérée supplia Marino de lui venir en aide, ce qui lui vaudra son plus grand prodige, la guérison du paralytique. Ce geste conquit la foi des deux protagonistes, qui se convertirent au christianisme et en remerciement donnèrent le mont Titan à Marino et à sa descendance. Marino passa toute son existence sur le mont qu'il reçut en hommage, et le 3 septembre d'une année non connue, s'éteint. Ce jour est commémoré solennellement chaque année dans la République.
Les premiers documents historiques. Le Placito Faretrano est un parchemin découvert par Annibal Desablé Olivieri en l'an 1749, dans les archives de la République de Saint-Marin. Il s'agit d'une copie approximative de la fin du VIe siècle, faisant référence à un document précédent, daté du 20 février 885. Il fut l'objet de l'intérêt de grand nombre de chercheurs. Encore aujourd'hui, les interrogations restent nombreuses sur l'authenticité du texte ou de son éventuelle interpolation. Napoléon. Avec la Révolution française, se succédèrent une série d'événements qui bouleversèrent toute l'Europe. Pour la République de Saint-Marin, se présenta le problème de sauvegarder la propre indépendance de l'agressive politique française. Nécessité qui devient pressante au moment où Napoléon porta à terme la conquête de l'Italie septentrionale. Le gouvernement de Saint-Marin se trouva à devoir choisir entre maintenir son alliance avec l'État pontifical et en créer une nouvelle avec la France. Une erreur d'évaluation aurait pu signifier la perte de la propre indépendance. Pour cela, il adopta une attitude très prudente, évitant toute prise de position tant que ce ne fut pas nécessaire. L'événement qui porta la petite République face à un choix inévitable remonte à 1797, lorsqu'arriva une lettre du général Alexandre Berthier, qui intimait l'arrestation et la remise de Monseigneur Vincenzo Ferretti, évêque de Rimini, réfugié à Saint-Marin avec tous ses biens. Un refus aurait comporté l'immédiate intervention des troupes françaises. Les autorités saint-marinaises répondirent alors qu'elles auraient fait tout leur possible pour seconder la requête française, même si en réalité l'évêque réussit à fuir en dehors du pays. Le mérite de la résolution de l'affaire est attribué au capitaine régent du moment, Antonio Onofre, qui réussit aussi à gagner le respect et l'amitié de Napoléon. Grâce à son intervention, Napoléon s'engagea à garantir et à sauvegarder l'indépendance de la République, lui offrant d'élargir son territoire selon ses nécessités. Offre prudemment déclinée par le petit État, par crainte qu'en futur puissent se présenter des revendications sur les territoires ainsi acquis, mettant de nouveau à risque la liberté du pays, qui constituait et constitue encore aujourd'hui le bien le plus précieux pour les Saint-Marinais. Garibaldi. Durant les guerres d'indépendance italiennes, Saint-Marin constitue un refuge sûr pour beaucoup des protagonistes qui participèrent aux événements de ces années-là, auxquels, entre autres, prirent aussi partie des citoyens saint-marinais. Il y eut un appui total envers ceux qui se battaient pour l'affirmation des principes de liberté et d'indépendance, depuis toujours défendus par la République. En face des Autrichiens et de l'État pontifical, il ne devait pas être simple de maintenir une telle position. C'est pour cela que la demande de Garibaldi de pouvoir transiter sur le territoire de Saint-Marin, arrivée le 23 juillet 1849, ne fut pas tout de suite accueillie. Il était dans les intentions de Garibaldi de rejoindre Venise, unique cité qui réussissait encore à résister aux Autrichiens. Mais, aux alentours de Macerata Feltria, il se retrouva encerclé par 4 armées. L'unique possibilité de salut était de se réfugier sur le sol de la République. Pour cette raison, il réitéra sa demande en envoyant 2 messagers. Et sans attendre une réponse, il franchit la frontière avec 1500 hommes, se rendant lui-même au palais du gouvernement pour y présenter sa demande d'asile. Le capitaine régent du moment, Domenico Maria Belzoppi, accueilla et aida Garibaldi et ses hommes, leur demandant en échange la plus grande délicatesse afin d'éviter que la République ne vienne appliquer dans un conflit armé. Garibaldi accompagna ses hommes jusqu'au monastère des frères Capucins, où il dissout son armée. Certains militaires trouvèrent alors refuge auprès de familles saint-marinais, et d'autres s'en allèrent. Garibaldi, avec 150 fidèles, sortit du pays dans la nuit du 31 juillet, et, trompant la surveillance des 12 000 soldats autrichiens qui entouraient le mont, fit marche vers Venise. Le fait ne resta pas sans conséquence pour la République, et l'armée autrichienne viola la frontière du petit État, cherchant les réfugiés dans les habitations et intimant la consigne des armes des Garibaldiens. Guerre mondiale et fascisme. La Première Guerre mondiale ne toucha pas directement Saint-Marin, qui participa seulement avec l'envoi de volontaires. Mais les conséquences en furent dévastatrices. À sa fin, le niveau de chômage, déjà grave en précédence, augmenta en grande proportion,
produisant un accroissement de l'inflation de manière égale. Une telle condition de crise engendra d'inévitables conflits entre les couches sociales. La majeure partie de la population, qui vivait dans la pauvreté, s'exaspéra contre la classe moyenne, qui réagit en assumant le modèle fasciste déjà présent en Italie. Le parti fasciste sammarinais naquit en 1922. Sa montée au pouvoir fut facile. Il fut organisé de nouvelles élections, auxquelles se présenta une liste unique, contenant une majorité de candidats, fascistes et un petit groupe de représentants catholiques. Malgré une entente médiocre, dans son sein, le parti fasciste sammarinais instaura un vrai et propre régime, avec l'appui du parti fasciste italien. La conséquence en fut une ingérence continue du parti fasciste italien dans les affaires de Saint-Marin, qui vit ainsi une diminution de son autonomie. À Saint-Marin, comme en Italie, Mussolini ne perdit pas de temps pour se mettre à l'ouvrage et donna le départ à un projet de construction de la ligne ferroviaire Rimini-Saint-Marin, entièrement financé par l'Italie. Ce fut la réalité du pays jusqu'en 41-42, année où rentrèrent en patrie quelques leaders socialistes, qui donnèrent vie à un mouvement antifasciste clandestin, lequel porta la grande manifestation du 28 juillet 1943, qui réussit à obtenir la dissolution du parti fasciste sammarinais et l'organisation de nouvelles élections. La Seconde Guerre mondiale. Pour presque toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, la neutralité de Saint-Marin fut respectée, au point d'en faire une terre de refuge pour les habitants des alentours. Plus de 100 000 réfugiés demandèrent et obtinrent l'asile, parmi lesquels aussi un groupe de juifs qui se sauvèrent ainsi des camps de concentration. Les réfugiés furent placés dans les établissements, les églises, les galeries de la voie ferroviaire et dans tout autre lieu adapté à leur accueil. Pour l'exiguë population de la République, qui à l'époque comptait environ 13 000 habitants, se procurer de la nourriture pour un si grand nombre de personnes demandait un effort énorme, qui, toutefois, fut réalisé sans hésitation. Malheureusement, l'espoir de rester l'unique îlot de paix à l'intérieur d'un monde en guerre tomba le 26 juin 1944, lorsque partit un raid aérien contre le pays. Mal préparé à une telle circonstance, tout le monde ne réussit pas à rejoindre les abris. Cela causa la mort de 60 personnes et de beaucoup de blessés. Un tel bombardement, injustifié, survint, comme l'admit par la suite le gouvernement britannique, à la suite d'informations erronées. L'émigration. Pendant une longue période, la petite République de Saint-Marin connut le drame profond du déracinement de familles contraintes à émigrer pour trouver un travail et survivre à l'austérité du moment. C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que commencèrent à se vérifier les premières migrations permanentes de familles entières vers les pays d'outre-mer, États-Unis, Argentine et Uruguay, ainsi que vers la Grèce, l'Allemagne et l'Autriche. En 1905, pour une population présente sur le territoire de 9 620 âmes, l'on comptait 1600 émigrés. Pour les États-Unis, depuis 1922, l'on enregistrait des départs en base à un quota d'immigration attribué par ce pays à la République de Saint-Marin, fixé pour un contingent de 100 unités à l'année. La Seconde Guerre mondiale porta à un ralentissement du flux migratoire, jusqu'à arriver au phénomène contraire, celui du rapatriement. Seulement dans les années 70, le flux migratoire subit un décisif ralentissement. La reprise économique de la petite République de Saint-Marin réussit finalement à faire rentrer en patrie des noyaux entiers de familles. Encore aujourd'hui, nombreuses sont les communautés de Saint-Marinais résidant à l'étranger, concentrées surtout en Amérique, en France et en Argentine.
festivités samarines. Les événements qui ont forgé l'actuel statut de la République de Saint-Marin et qui ont, en quelque mesure, mis l'accent sur cette ligne de continuité qui a voulu que cet État franchisse les siècles dans la fière autonomie de laquelle elle a fait une devise, viennent rappeler annuellement à travers leurs propres festivités. Il vaut donc la peine de les énoncer, aussi afin de rappeler comment, en correspondance de certaines d'entre elles, se déroulent de suggestives cérémonies, lesquelles n'étant pas nées pour le spectacle, offrent malgré tout aux visiteurs un événement qui mérite d'être vu. Le 5 février tombe l'anniversaire de la libération de la République, de l'occupation albéroniana et la fête de Sainte Agathe, patronne de Saint-Marin. Le 25 mars tombe l'anniversaire de la Rengo. Le 1er avril, l'on célèbre l'investiture des capitaines régionaux. La cérémonie se déroule avec cortège en habits caractéristiques du palais du gouvernement à la basilique du Saint. Le 28 juillet rappelle la chute du fascisme. Le 3 septembre tombe la fête de Saint-Marin, la fondation de la République. L'on organise une grande fête dans le château de la cité avec spectacles, concerts, stands et feux d'artifice. Le 1er octobre, l'on célèbre de nouveau la solennelle investiture des capitaines régionaux. La cérémonie se déroule avec cortège en habits caractéristiques du palais du gouvernement à la basilique du Saint. Les arbalétriers et les autres groupes médiévaux. Soit pour le visiteur exigeant que pour celui occasionnel, il est important de souligner comment la fidélité aux traditions des habitants de la République de Saint-Marin a donné origine et continuation aux groupes folkloriques de type médiéval. Chaque année, et durant une période déterminée, prennent vie des cortèges historiques et des reconstructions de la vie médiévale, avec des figurants et des acteurs en habits fidèlement reconstitués. Parmi ces groupes, l'original et le plus renommé est sans aucun doute celui des arbalétriers. Il représente la plus vieille formation de type militaire de la République, déjà citée dans les textes en 1295. Actuellement, le corps des arbalétriers compte environ 80 membres effectifs, qui s'exhibent chaque année dans de nombreuses compétitions et démonstrations, autant à Saint-Marin qu'à l'étranger. Leur activité folklorique est appuyée par un groupe de lanceurs de drapeaux et le 3 septembre, dans la cave naturelle qui leur est dédiée, ils effectuent depuis des dizaines d'années le tournoi des arbalètes. Récemment, dû au mérite d'un regain d'intérêt général envers l'époque médiévale, se sont constitués divers groupes. Parmi ceux-ci, l'on citera la compagnie Don Nano et la Cerna des longs arcs du château de Montegiardino. Dans la dernière semaine du mois de juillet, de chaque année, ont lieu les journées médiévales. Cette manifestation, à caractère purement évocateur, implique le centre historique de Saint-Marin dans sa moindre ruelle. Divers groupes, provenant de l'Italie et de l'étranger, envahissent les cours et les rues du centre historique de Saint-Marin, donnant lieu à des spectacles et à des animations qui viennent supporter d'une façon appropriée par les activités commerciales et touristiques, lesquelles, pour l'occasion, font usage des costumes et des manières de l'époque. Les activités de restauration proposent alors les menus de l'époque. Tout, durant ces journées, respire le moment, jusqu'au son des tambours, des cortèges qui redonnent l'atmosphère d'une époque à laquelle Saint-Marin doit les fondements de son commerce.